1 heure et demie consacrée à un hommage à quelqu'un que beaucoup d'auditeurs apprécient, c'est-à-dire Jean Raspail. Si nous avons envisagé de lui rendre cet hommage, c'est parce que, d'abord, nous avons une profonde admiration pour lui, bien entendu, et nous apprécions autant sa haute personnalité que tous ses écrits, mais il y a également une autre chose qui est fort importante, ce sont ses positions spirituelles, je dirais. Or, le 21 octobre 2019, dans cette même émission, nous recevions Jean Raspail avec son éditeur Benoît Manchon, qui va d'ailleurs être au téléphone avec nous pendant 7h30, et nous recevions Jean Raspail, et en réécoutant cette émission pour en prendre un extrait que nous entendrons tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que nous avions assisté oralement à un testament spirituel. Et cela est corroboré par son dernier ouvrage, bien sûr, que nous présentions ce jour-là, Le roi est mort, vive le roi au-delà de la mer, chez Via Romana, donc Benoît Mancheron, Jean Raspail. Donc, il m'a semblé que c'était sous l'égide de ce testament spirituel que nous allions placer notre émission d'aujourd'hui. Alors, donc, il y aura Benoît Mancheron qui interviendra donc, pendant 1 heure et demie. Nous aurons ensuite Alain Sanders qui nous parlera de ce qu'il a lié à Jean Raspail, et je pense qu'ils ont dû faire des voyages ensemble. Enfin, nous allons entendre ça de la bouche d'Alain Sanders. Et enfin, en toute fin d'émission, nous aurons le père Viau, à partir de 19h15, qui a vécu cette aventure exceptionnelle du 21 janvier 1993, place de la Concorde, où Jean Raspail et Michel Viau avaient organisé le bicentenaire de la mort de Louis XVI. Voilà. Je dirais même de l'exécution, voire de l'assassinat de Louis XVI. Donc, c'était aussi un grand moment d'histoire, et nous ne pouvions pas rater ce genre d'événements quand même qui, nous, à Radio Courtoisie, nous remet toujours dans le droit fil de l'histoire et de la vérité historique. Donc c'est grâce à tous ces participants aujourd'hui, je pense, que nous aurons une émission en hommage à Jean Raspail. Alors, on me fait signer à la technique que nous avons Benoît Mancheron en ligne. Benoît Mancheron, vous m'entendez ? Je vous entends fort bien, cher Dominique. Ah, cher Benoît, ça va nous ramener à de bons souvenirs. Vous vous souvenez du 21 octobre 2019, quand vous aviez escorté Jean Raspail et vous nous aviez amené Jean Raspail pour notre plus grand bonheur ? Oui, il s'est avéré que c'était effectivement la dernière émission et en quelque sorte un testament à la fois politique et spirituel de Jean Raspail. Oui, bien qu'il se soit toujours défendu de politique. Il est plutôt... Parce que, bon, on le sait, il était royaliste, et c'est sur ce thème-là que nous allons beaucoup développer ce soir. Bien évidemment. Voilà, alors nous allons dans quelques instants, nous écouterons un extrait de cette émission. J'ai bien malheureusement peur que ce ne soit pas un moment où vous y parlez beaucoup, mais de toute façon, vous êtes avec nous là ce soir, et vous allez nous faire toute une série de commentaires, en revanche. Donc, cher Benoît Mancheron, je rappelle que vous êtes le dernier éditeur de Jean Raspail, et l'éditeur donc de ce fameux ouvrage « Le roi est mort, vive le roi au-delà de la mer », donc dans votre maison d'édition Via Romana. Et nous allons commenter un petit peu ce qu'était ce livre et comment vous avez été amené à devenir l'éditeur de Jean Raspail, parce que vous n'étiez pas le premier, d'après ce que j'en sais. Bien entendu. J'ai été l'un des derniers éditeurs de Jean Raspail. Mais aussi, vous aviez édité plusieurs livres auparavant, avant Vive le roi. Ah, j'ai édité 7 livres de Jean Raspail. Ah, c'est bon. Tout de même. Je pense je peux d'ailleurs préciser que ce sont des rééditions souvent augmentées ou transformées par ses soins. Oui, c'est ça. Mais écoutez, c'est vraiment, là, vous avez eu... alors, comment avez-vous pu... Enfin, comment est-ce arrivé, cette entente entre Jean Raspail et vous, entre autres pour l'édition ?
Oh, écoutez, nous nous sommes connus dans les années, au tout début des années 80, à l'époque où Jean Raspail était le chantre de connaissance du monde, hein, à savoir ces projections cinématographiques d'aventure qui nous conduisaient à travers le monde entier, et notamment en Amérique du Sud, qu'il connaissait fort bien. Mhm. Et je n'ai commencé à véritablement le fréquenter assidûment qu'à partir des moments où j'étais à Duquesne Diffusion, donc dans les années 85, et avec le projet d'un agenda du 15e centenaire de la France à l'occasion de l'anniversaire du baptême de Clovis en 1980, où il m'a rédigé tout un article sur la vocation de la France dans le cadre de cet agenda qui, à l'époque, était publié aux éditions Cœur de France. Mais l'aventure Via Romana a commencé, en fait, relativement récemment, puisqu'elle a commencé avec la réédition des Veuves de Santiago en 2009-2010. Oui, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Effectivement. Il aura fallu 10 ans, et finalement, 6 ouvrages suivront, dont ce dernier dont vous avez parlé, qui est une réédition augmentée du Roi au-delà de la mer, qu'il avait publié en 1999 chez Albert Michel, oui. Et qu'il a voulu republier pour des raisons très précises. Ah oui, et donc l'avant-propos de cet ouvrage et de ce livre, enfin, c'est vraiment une déclaration fort importante. Alors, c'est effectivement une déclaration très importante. L'ouvrage lui-même fait suite au livre Cire, qu'il avait publié en 91, et qui, détaillait, on peut dire, les fondements sacrés de la royauté française. Et ce livre est important à ses yeux. C'est la raison pour laquelle il y reviendra et qu'il adjoindra une nouvelle présentation à ce livre lors de la réédition, puisqu'il considérait que c'était en quelque sorte le livre du baroud d'honneur. Oui. Et il voulait par là même que cette histoire, qui est l'histoire d'un carré de royalistes un peu perdus, qui tente un coup de force pour changer la face du destin, et en l'occurrence du destin de la France, à partir d'un château lointain d'Écosse. Il voulait utiliser cette réédition de cet ouvrage pour justement proclamer, on peut dire, son allégeance, tout simplement, à l'institution royale, et en même temps qu'au prince Jean, d'une manière, en tout cas, particulièrement appuyée. Alors, justement, pendant cette émission du 21 octobre 2019, qui d'ailleurs marque sa dernière prestation à la radio, il n'était plus revenu depuis. J'en suis très honorée, très heureuse, très fière, enfin, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est pour moi, c'est un énorme bonheur de penser que sa dernière prestation, il l'a faite chez nous avec Michel Leblay et Françoise, et vous, bien entendu, qui étiez présents, qu'il avait escorté. Donc, franchement, c'est un souvenir, ce que je qualifierais d'impérissable. Et ça n'est pas une prestation désespérée. Ah non, pas du tout. Puisqu'il dit lui-même dans son texte, dont on lira peut-être certains passages, mais que même si le prince Jean est seul, il souffre mais ne se décourage plus, écrit-il, solide, fidèle, ayant enfin considéré et accepté qu'il était incontestablement le roi. Sans doute serait-il nécessaire qu'il l'affirme à présent publiquement. Voilà. C'est ainsi que surgira peut-être spontanément, mais peu à peu, comme une sorte de changement climatique, un royaume de France parallèle, à la fois discret mais connu, encore invisible, mais présent de plus en plus et souhaité parce que le peuple déboussolé aura retrouvé son bon sens et enfin compris qu'à la France, il faut un roi. Ouais. Alors, justement, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel, c'est que nous allons en trouver l'écho dans l'émission. Nous allons pouvoir faire un écho entre l'émission
l'extrait de l'émission d'octobre 2019 et ce que vous venez de nous dire, de lire. Donc, si vous voulez bien, on va écouter une dizaine de minutes de cette émission et après, nous pourrons de nouveau faire nos commentaires. Je demanderai à Michel Leblay aussi de nous donner son sentiment sur tout ce qu'il viendra d'entendre. Et nous allons donc passer un extrait de l'émission. C'était en première partie de l'émission du 21 octobre 2019, du lundi soir. J'étais déjà royaliste quand j'étais enfant, mais il se trouve que j'avais à l'époque pas mal réfléchi mais étudié sur cette affaire, et où je souhaitais vivement qu'un roi revienne, que ça changerait beaucoup de choses en France. Mais comme c'est impossible pour le moment, pour des raisons différentes, et que on ne peut pas déclencher une guerre civile pour commencer, alors ça m'est venu à l'idée que le roi, qui n'est pas encore roi du tout, n'a plus qu'une chance, c'est de faire une sorte de conquête de son royaume, relativement pacifique, c'est-à-dire pas sanglant du tout. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai écrit Le Roi au-delà de la mer. Et pourquoi au-delà de la mer ? Oui, c'est ça. Parce qu'il s'en va en Écosse, parce qu'il n'a plus le droit d'être en France. Et là, il est tellement aimé que tout le monde vient le voir, et que c'est un immense bonheur qui lui est arrivé d'être chassé de son pays. Et il a transporté donc son royaume, je veux dire, qui n'existe pas, il l'a transporté ailleurs. Et après, c'est l'histoire. Bien des gens se sont mis dans cette idée-là, que le royaume, c'était pas forcément... en France, c'était des petits territoires, qu'on trouvait un peu n'importe où. Et c'est comme ça que ça a commencé. Certains prennent des rochers, des îles, mettent le drapeau dessus. Ils créent une espèce de rêve qui précède la réalité. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. C'est un rêve qui précède la réalité. Et... j'aurais pas dû raconter tout ça, parce que il faut la lire. Non, mais de toute façon, il faut le lire. Je veux dire par là que... non, je ne dis pas que c'est pas pour... Ce n'est pas pour obliger mes lecteurs à acheter ce livre, mais c'est au moins pour qu'ils lisent ce passage-là, qui est celui qui a été écrit en l'an 2000. Oui. Voilà. Seulement, les choses ont changé maintenant. Oui. Voilà. Les choses ont changé maintenant. Comment dirais-je, il y a eu beaucoup de lecteurs de ce livre. Il y a encore des royalistes en France, mais il ne se passe jamais rien. Les royalistes ont l'air d'être royalistes simplement pour le fait de l'être, et pas pour essayer de faire quelque chose. Le personnage qui peut, comment dirais-je, devenir roi, je veux pas dire, j'ai horreur du mot prétendant. Oui, j'ai bien compris. Le personnage qui veut dire roi ne veut pas, c'est vrai, se mettre dans une bataille pour commencer. Voilà. Donc il y a d'autres systèmes. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais d'ailleurs écrit ce premier livre qui fait les 4/5 de l'actuel, mais il est là-dedans. Je l'avais écrit en pensant au prince Jean d'Orléans à l'époque. Déjà. Voilà. Oui, déjà, oui. Je le connaissais un peu. Et je vais pas... Mais je le connaissais un peu. Mais lui me connaissait un peu, mais sans plus. Hein, voilà. Et puis, voilà... que le prince Jean d'Orléans est actuellement, et sans problème maintenant, l'évident roi. Il ne l'est pas, mais il est l'évident roi. Ça s'appelait, en langage du protocole, il est roi de droit. Oui. Voilà. Oui, il l'est.
Et j'ai pensé qu'il fallait commencer, non pas par faire des mouvements ou des partis, rien de tout ça. Il faut le rêver d'abord, toute cette affaire-là. Et j'avais commencé à penser que il suffisait de vouloir être royaliste avec ce roi-là, sans rien lui demander du tout, et sans même en parler, voilà, et que ça viendrait probablement peu à peu, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, à mon avis, pour la France actuellement. Et alors il se trouve donc que maintenant le prince Jean est l'unique, et j'ai écrit les 3 pages de la préface, exactement pour le marquer. Alors là, cette fois, je m'engage. Dans ces 4 pages-là, oui, puisque ça va jusqu'à la page... moi, ça c'est 5-6 pages. Jusqu'à la page 13. À ce moment-là, considérez que je pars au combat. Oui. Je suis parti, enfin en combat, voilà. Si, je tape. Avec votre plume. Je tape. Oui. Je tape, je tonne, si je puis dire. Voilà. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la France, qui est un des royaumes les plus étonnants avec la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, de l'Europe, ce n'est pas possible qu'on laisse l'idée royaliste mourir. Or, ce qui se passe maintenant en France, alors que on est en train de ne rien y comprendre, j'ai un politologue à ma droite, là, bien entendu, Michel Leblay, mais comment dirais-je, je ne m'intéresse même plus à ces, non pas à ce que disent les politologues, mais à cette espèce de foutoir qu'il y a actuellement dans le système démocratique français, et tout, démocratique ou pas, tout le monde, que c'est le moment d'essayer d'apporter le seul remède, pas remède, mais la seule suite possible, c'est un royaume et un roi. Voilà. Je l'ai dit le plus durement que j'ai pu d'ailleurs. Il est un peu sec, hein, il est un peu violent. Non, mais vous avez raison d'être ferme. Il n'est pas sec, il est ferme. Et alors, je ne sais pas si je dois suivre là-dessus, parce qu'on ne va pas faire une histoire avec ça non plus. C'est que on ne peut avoir qu'un seul roi, pas 2. Oui, alors, justement, voilà. Quand vous avez écrit la première version donc, de cet ouvrage, vous n'avez pas voulu prendre parti, au fond. Non. Vous avez eu envie vous avez créé un personnage mythique. Oui, mythique, c'est ça. Pour symboliser. Oui. Symboliser vous avez tout compris, vraiment. Et c'est ça. Et donc, on voit, alors que maintenant, c'est différent. Voilà. Et ça pour moi, c'est très frappant. C'est parce que j'entre dans le... Vous entrez dans le combat. Alors, je n'ai pas l'intention ni de fonder un parti politique, ni d'aller faire des meetings, ni rien du tout. Rien de tout ça. Rien. Même pas d'écrire un journal. Rien. D'écrire de temps en temps un livre, peut-être. Mais d'essayer de, par les moyens que j'ai, voilà. Et parce que j'ai le bonheur, attention, il n'y a pas d'orgueil dans ce que je dis, mais j'ai le bonheur d'avoir beaucoup de lecteurs. Oui. Et d'avoir beaucoup de lecteurs jeunes. Oui. Voilà. Et donc, il se trouve que mes livres que j'écris, qui sont toujours un petit peu dans la défense de la transcendance, enfin, c'est tous ces livres, voilà. Mais ils sont entraînants. Avec un royaume et un roi, la France pourrait retrouver comment dirais-je, une action de transcendance comme doit tout faire tout homme, comment dirais-je, respectueux de sa vie et tout pays respectueux de son existence. Oui. Oui, il ne faut pas m'en faire dire trop parce que je vais finir par... Je ne suis pas conférencier du tout. Non, mais moi j'adore vous entendre parler, et les auditeurs aussi. Et j'ai trouvé que c'était le moment. Oui, c'est le moment. moment. Alors là, en effet, c'est exactement ce que vous avez dit dire.
c'est que je voulais pas qu'il y ait la guerre là auparavant entre le bourboniste et l'orléaniste. Mais maintenant, les choses ont quand même changé. Les personnages ne sont plus du tout les mêmes, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, nous avons... écoutez, dans le livre, nous avons probablement dans le roi de droit, comme on dit, maintenant, nous avons quand même une chance. Oui. Bon, quant à celui qui se prétend et qui se dit Louis XX, c'est quand même... vraiment une inconvenance énorme de sa part. Voilà. Louis XX, c'est en effet il est Bourbon, il n'est pas Orléans, mais les Orléans sont des Bourbons. Bah oui, c'est une branche de la maison de Bourbon. Bon, je vais en finir avec ça, parce que c'est un détail, cette affaire-là. Il n'y a pas de difficulté si... les Bourbons espagnols qui veulent devenir roi de France reconnaissent que c'est vraiment absolument impossible. À ce moment-là, les choses seront claires. Oui. Voilà. Évidemment, un ralliement, une fusion, mais c'est difficile. Il faut que les Français savent qu'on a toujours dit le roi de droit divin. Ça a toujours été c'est faux. Jamais le roi n'a dit qu'il était de droit divin. Il était roi par la grâce de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, si je suis un écrivain à peu près convenable, j'estime que c'est par la grâce de Dieu. Oui. Voilà. Et si, pour chacun d'entre nous, ça peut être la même chose. Voilà. Bon, le roi est roi par la grâce de Dieu. Alors, Donc, c'est par la filiation qu'il y a. C'est normal, absolu. Alors, justement, en vous lisant, et en particulier en lisant ce que vous avez écrit sur le droit divin, précisément, il y a une devise qui m'est venue à l'esprit. C'est la devise de l'ordre de l'étoile. Alors, la devise de l'ordre de l'étoile, je la rappelle pour les auditeurs, monstrante regibus astra viam. Autrement dit, les astres montrent la route au roi. Ah tiens, je connais ça, j'ignorais ça. Je trouve moi, je l'ai découverte dans un livre de Jean-François Kiap. Et un peu, j'ai regardé après, et j'ai vu que alors cet ordre de l'étoile, qui est quand même un ordre magnifique du XIVe siècle, et j'ai trouvé que vous évoquiez pour moi aussi cet ordre de l'étoile avec ces chevaliers. Il y avait quelque chose de la chevalerie du Moyen-Âge dans votre œuvre. Il y a quelque chose qui... Il doit y avoir... Tout pays un peu noble, un peu, comment dirais-je, un peu élégant, un peu actif, tout pays doit, comment dirais-je, transmettre. Il faut d'abord transmettre l'histoire, transmettre la langue, transmettre des choses, voilà. Et il se trouve que nos rois... Car regardez, moi j'ai des grandes généalogies des rois, on voit très bien jusqu'où ça mène. Et jusqu'où et tout ce qui... C'est les fameux 43 qui en 1000 ans ont fait la France, n'est-ce pas ? Bon. Mais il y a une transmission par leur famille, peu à peu, non pas forcément d'une éducation spécialement réservée, etc., extraordinaire, mais quand même, ils sont automatiquement, de par le milieu qui est le leur, de par... très souvent l'excellence de leur éducation, de leur milieu, etc. Ils sont naturellement les transmetteurs. Ouais. Voilà. Vous ne sauriez si bien dire, car nous venons de créer à Radio Courtoisie une émission. Donc si on vient de la créer, c'est une nouvelle émission à laquelle nous avons donné le titre de Le libre journal de la transmission. Parce que ça manquait. Oui. Ah, tiens, oui, vous avez bien raison. Oui. Et je trouvais que vraiment c'était très important. Voilà, chers auditeurs, vous avez donc entendu ce large extrait de l'émission du 21 octobre 2019. J'espère que Benoît Mancheron est encore là en ligne.
Oui, Oui, cher, formidable. cher Dominique, je suis toujours là. Oui, alors vous Et avez... je buvais ces paroles. Hein, il y a tout, il y a la transmission, il y a la transcendance, il y a à la France il faut un roi, enfin, il y a tout ce qu'on peut Et espérer. il y a un engagement exceptionnel. Ah, là on a un problème technique, Benoît. Qu'est-ce qui se passe? On vous entendait plus du tout, on vous entendait haché. Vous Est-ce que m'entendez? vous m'entendez-vous à nouveau? Oui, là je vous entends à nouveau. Alors, Voilà, ça va. oui, je disais qu'il y avait un engagement chez Jean Raspail assez extraordinaire dans cette émission pour justement la cause royale et tout ce qu'elle représente de force de résistance et de reconquête pour la France d'aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, mais les auditeurs de la Radio Courtoisie le savent, mais entre-temps, entre les deux livres, mais c'est pas assez près de maintenant, le prince Jean est devenu comte de Paris. Bien sûr. Donc, ça change, effectivement. Quand Jean Raspail dit que ça change, que quelque chose a changé, eh bien, il est évident que le prince Jean, maintenant, il est comte de Paris, donc chef de la Maison de France. Donc, c'est quand même important, et je pense qu'à ses yeux, ça a dû compter et peser beaucoup pour la réédition, et surtout dans la rédaction de son nouvel avant-propos. Je pense que ça a beaucoup compté, d'autant qu'il gardait d'ailleurs tout de même une immense révérence pour la comtesse de Paris. Vous savez qu'il portait sur lui-même une photo dédicacée de la comtesse de Paris qu'il avait dans son portefeuille. Et ça m'a toujours frappé de voir la manière dont il en parlait en disant toujours madame. Il avait beaucoup de révérence pour la comtesse. Non, mais il faut dire qu'elle le méritait. Hein. C'était quelqu'un d'exceptionnel, hein, franchement. Oui. Donc là, il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé. Mais vous savez, quand il parle de la transmission, ça me faisait penser à Jeanne d'Arc. Ça me faisait penser à quoi pour Jeanne d'Arc? À Don Rémy. Et au fait que la partie de Don Rémy, dont on était natif Jeanne d'Arc, qui faisait partie de la châtellenie de Vaucouleurs, avait été par ordonnance de Charles V, donc rattachée au royaume de France. Elle faisait partie du royaume de France. Donc ça, c'était au XIVe siècle. Mais c'est toujours au XIVe siècle, mais c'est le grand-père de Charles V qui a commencé les manœuvres pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire, c'est Philippe VI. Donc on voit dans cette ordonnance le résultat de trois générations de rois qui n'ont pas essayé d'annuler ce qu'a fait leur prédécesseur, mais bien au contraire, ce qui a été entrepris par le grand-père est finalement réalisé par le petit-fils. Bon, c'est un exemple de transmission et de continuité de la monarchie. Bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est toute la thématique d'ailleurs de son livre, aujourd'hui l'absence du roi, l'absence de la royauté le rend finalement visible aux yeux de tous. Et c'est ce qu'il développe avec son idée d'exil en Écosse, là, dans Le roi est mort, vive le roi, et dont il veut finalement sortir, non pas en se ralliant, mais en disant le droit qui appartient à l'aîné de la famille de France. Ouais, mais oui. Et d'ailleurs, vous avez dit qu'ils ne parent pas de droit divin, mais qu'ils peuvent dire roi par la grâce de Dieu. J'ai trouvé ça très important, cette précision qu'il apporte. D'ailleurs, de toute façon, il y a une autre précision qu'il apporte, une formule que j'aimerais que l'on retienne, que j'ai trouvée magnifique. Hein. Alors ça, c'est dans la suite de l'émission d'octobre, mais nous ne pouvions pas réécouter toute l'émission. Il dit « La monarchie, c'est le rêve de bon sens ». Oui, c'est pas, bon sens. Hein? Et c'est d'ailleurs le mot qu'il réemploie à la fin de son introduction que j'avais lu tout à l'heure. Oui, c'est ça. Le peuple déboussolé aura retrouvé le bon sens. Le bon sens, oui. Alors, cher Benoît Mancheron, parlez-nous un petit peu de cet ouvrage dans son ensemble. Vous avez lu déjà une partie de
de son avant-propos, mais je serais heureuse que vous alliez plus loin dans l'analyse. Effectivement, je disais qu'il s'agissait donc de l'histoire d'un baroud d'honneur, de royalistes un peu perdus, qui donc se retrouve à l'appel du roi dans un château en Écosse et qui se prépare à reprendre, non pas de force, mais à reprendre en tout cas par le combat dont parlait Raspail, le trône qui lui a échappé. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans cet ouvrage, Raspail propose finalement deux fins différentes. Il propose une fin où finalement la soumission l'emporte, et le mot soumission a pris une nouvelle connotation depuis que Michel Houellebecq lui a consacré, n'est-ce pas, un ouvrage, et soumission qui aboutit pour lui à ce qu'il appelle la mort de la royauté du cœur. Et la mort de la royauté du cœur, c'est la mort évidemment de la royauté française et surtout de l'âme de la royauté française. Ah, ça y est, ça recommence. Ça recommence à être haché. Est-ce que c'est un... Entendez-vous mieux? Oui. Est-ce que c'est un point voilà. de changer d'endroit. Oui. Alors, oui, je disais donc la mort de la société française, finalement, par la fiction, c'est la mort de son âme. Bon. Et dans une deuxième fin différente qu'il propose au sein du même ouvrage, il part de la reconquête héroïque qui finit par le sacrifice des héros. Donc, chez Raspail, l'espérance n'est pas morte. Et finalement, son roman, qui développe toutes les caractéristiques de l'âme chevaleresque française, donne l'énergie, redonne un peu d'actualité, évidemment, au combat d'aujourd'hui, en s'en prenant particulièrement à quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il s'en prend particulièrement à ce qui tue la patrie. Et pour lui, ce qui tue la patrie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous allez hurler, cher Dominique, les fameuses valeurs républicaines. Ah oui, les fameuses. Mais, de temps en temps, est-ce qu'il y a un problème de position de votre téléphone qui entre en jeu dans ce... Là, est-ce que vous m'entendez comme ça mieux? Oui, là, je vous entends mieux, là. Je vous entends mieux. Alors, donc, vous savez qu'il y a eu quelques jeunes gens qui sont allés mettre des plaques supplémentaires boulevard Raspail en mettant boulevard Jean Raspail. Mais c'est ses ancêtres, le boulevard Raspail. Effectivement, c'était de lointains cousins. Et alors, ce ne sont pas ses ancêtres. Je disais que, en tout cas, ce qui caractérise ce livre, c'est d'abord la défense de la patrie charnelle française et de son fondement, évidemment, qu'est le pacte de Reims, son fondement politique. Voilà, si je résumais. Ah oui, d'accord. Bon, alors, cher Benoît Mancheron, nous allons nous tourner vers Michel Leblay. Enfin, me tourner, c'est une façon de parler, puisqu'il est en face de moi dans le studio. Et je voulais lui demander, il y a vous avez mis en exergue deux vers de Ronsard que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je vais vous les lire, je vais les lire pour les auditeurs, je vais les lire pour Michel Leblay. Sire, ce n'est pas tout que d'être roi de France. Donc je répète, sire, ce n'est pas tout que d'être roi de France. Il faut que la vertu honore votre enfance. Il faut que la vertu honore votre enfance. Alors, c'est une institution pour l'adolescence du roi très chrétien Charles IX, bien entendu, de ce nom. Alors, j'aimerais bien demander à Michel Leblay ce qu'il pense de ces deux vers. Alors, c'est du Ronsard. Hein, oui, c'est du Ronsard, mais c'est du Ronsard, mais c'est un modèle, non? C'est un modèle. Et donc, c'est, je dirais, une excellente illustration par rapport à des vers choisis par Jean Raspail de son livre, qui, il faut le reconnaître, a
beaucoup de hauteur, beaucoup de dimensions, et qui ne se comporte pas en militant, il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup d'élévation dans le livre, et ce qui est important, et à travers justement la création d'un mythe de ce royaume d'Écosse. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'envolée. Maintenant, à côté de cela, il y a une réalité. Et à titre personnel, je ne crois pas du tout à une quelconque restauration, d'autant plus que dans cette conversation tout à fait remarquable que vous avez vue avec Dominique Paoli, vous avez parlé, et c'est normal, beaucoup de la France. Malheureusement, nous ne traversons pas une crise politique, une crise proprement française, nous traversons une crise de civilisation qui concerne tout l'Occident. Et je crois que c'est à cette dimension, malheureusement, auquel nous avons à faire face. Et il y avait Finkielkraut, je crois, qui a déclaré sur une chaîne de télévision, une chaîne de radio, je crois que vendredi ou samedi, je ne me rappelle plus exactement, c'est la désoccidentalisation de l'Occident. C'est ce qu'il y a de plus grave, c'est-à-dire le ver est dans le fruit. Et c'est les événements de ces dernières semaines, notre propre destruction que nous organisons. Et donc, par rapport à cela, je comprends, et Jean Raspail n'a pas connu, ou certainement très peu, ces derniers événements que nous traversons, mais qui sont absolument dramatiques pour notre avenir. Et je comprends que Jean Raspail voulait trouver à travers le terme très important de transmission, derrière le terme de transmission. Et de transcendance. Il y a transmission, transcendance, héritage, c'est-à-dire que nous sommes en effet les héritiers d'une longue lignée, d'ailleurs, qui va au-delà même de la création de la France. Et je pense que c'est ce qu'il recherchait. Vous avez tout à fait raison de souligner ces propos finalement totalement incongrus que sont les valeurs républicaines. Parce qu'à partir du moment où on parle de valeurs républicaines, c'est qu'on nie son héritage et ce qu'on nie, ce que l'on est. Parce qu'il s'agit au travers finalement d'une abstraction, parce que les valeurs républicaines constituent une abstraction. Et je ne suis pas du tout monarchiste de ma part par rapport à la situation présente, mais le problème n'est pas là. Les valeurs républicaines, c'est justement le fait de ne pas avoir de valeurs fondamentales, de transcendance, et chercher finalement, par rapport d'ailleurs à des valeurs une idéologie. Des valeurs que l'on crée pour la circonstance, ne l'oublions pas, et que l'on n'a jamais définies. Et je comprends Jean Raspail, parce qu'il ne faut pas oublier, il est quand même l'auteur du Camp des Saints, et il s'est montré un visionnaire. Et au milieu, que lorsqu'il a écrit son livre, je pense que beaucoup ne pensaient pas que nous approcherions la réalité que nous vivons actuellement. Alors c'est vrai qu'il y a de la hauteur, et je pense que au-delà finalement de sa volonté de restaurer le roi, c'est un symbole, c'est finalement restaurer ce qui fait notre histoire, ce qui fait notre être profond, notre être à nous Français, et aussi à nous occidentaux, parce que nous sommes partie prenante d'une civilisation, et nous ne sommes pas les seuls qui sont partie prenante de cette civilisation, même si chaque peuple du monde occidental a sa culture. Et je crois qu'au-delà du symbole monarchique, il pose une question de fond. La question aussi est, saurons-nous la résoudre? Et malheureusement, aujourd'hui, avec les événements que nous traversons depuis quelques semaines, j'ai personnellement les plus grandes inquiétudes. Oui, mais c'est l'âme de la France, effectivement. C'est dans la monarchie, enfin dans la royauté, dans le roi, qu'il voit l'âme de la France rétablie. Je pense que c'est ça son idée. D'ailleurs, il y a un très beau passage sur ce dont vous nous entreteniez, Michel Leblay. Dans l'ouvrage en question, il dit par exemple « Ah, l'ingénieux vocabulaire qui fit les beaux jours de la Révolution. Transformé en adjectif, on assiste à son retour en force. On l'emploie à toutes les sauces. La République décerne à tour de bras des brevets moraux de citoyens. Patron citoyen, entreprise citoyenne, électeurs citoyens, contribuables citoyens, association
citoyenne et subventionnée, policier citoyen, intellectuel citoyen, journal citoyen, maire de banlieue citoyen, etc. Vaste est la panoplie, mais nul n'a encore pris garde que ce mot-là est plus tordu qu'on ne croit. Il y a des moments où ça hache. Là, c'était bon jusqu'à. Je termine simplement par ces quelques mots. Vaste est la panoplie, mais nul n'a encore pris garde que ce mot-là est plus tordu qu'on ne croit par la condamnation, le rejet et la ségrégation larvée qu'il porte en lui. S'il existe des patrons citoyens, c'est donc que les autres ne le sont pas. Et je ne continue pas, mais vous avez compris qu'il développe sa pensée. Oui, tout à fait. Donc ce livre, Le roi est mort, vive le roi au-delà de la mer, que vous avez, de Jean Raspail bien entendu, que vous avez réédité avec un avant-propos donc augmenté, c'est dans votre maison d'édition Via Romana. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est quand même le testament. C'est une sorte de testament, en tout cas, puisqu'il ne tient pas spécialement à ce que ce soit le mot politique qui soit employé, je dirais donc son testament spirituel. Je pense que nous avons eu, grâce à vous, la chance extraordinaire d'avoir justement ce testament spirituel confirmé par ses déclarations dans l'émission. Alors, c'est à mettre en regard avec l'article qu'il avait publié dans Figaro en 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, mais il avait malheureusement dû subir un procès à l'époque, simplement pour avoir dit finalement tout ce qui se déroule aujourd'hui. Ouais. Et je revois les auditeurs. Ça déraille, Benoît. Je revois les auditeurs sur son site internet officiel qui reproduit l'article du Figaro qui semble d'une incroyable actualité aujourd'hui. Ouais. Enfin, cher Benoît, l'homme en plus était séduisant. Pour une femme, c'était un homme séduisant. Ah oui. Et alors, il y a dans... Beaucoup d'allure. Voilà. Alors, il y a dans le dernier numéro de Valeurs actuelles, qui est d'ailleurs très intéressant comme d'habitude, et en particulier sur l'histoire de Assa Traoré, la fausse égérie, vraie militante. Mais il y a donc plusieurs pages sur Jean Raspail, et donc Jean Raspail vers le royaume, enfin il y en a 4 pages, et il y a une photo où il est à côté de Michel Déon, je dois dire que là, notre cœur bat. Hein. Et oui. Vraiment. Et il y a une photo magnifique où il s'est pris chez lui, et le fond a été peint, ou c'est un papier, mais je pense que c'est peint d'une couleur mandarine. Et il est assis sur un canapé devant ce mur, et il a un pullover magnifique, exactement de la teinte du mur. Ah. C'est magnifique, cette photo est splendide. Non, mais ça c'est pardonnez-moi, il y a la femme qui réagit aussi. Ah oui. Et donc, voilà. Mais c'était un homme qui aimait les femmes. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne Et pas. son roman Les yeux d'Irène est un roman extraordinaire sur ce qu'on peut appeler l'éternel féminin. Ouais. Eh bien, écoutez, voilà de merveilleuses lectures. Et vous avez édité alors plusieurs de ces ouvrages que je vais citer. Les Veuves de Santiago. Oui, alors disons parmi les plus importants, L'âge des steppes. L'âge des steppes, voilà, c'est ça. Chef-d'œuvre. Et peut-être Bleu Caraïbe. Et c'est en vert. Mes derniers voyages aux Antilles. Voilà. Ça, c'est tout de même parmi ses plus grands livres, mais ces plus grands livres ont évidemment été publiés par Albin Michel et Robert Laffont, et nul ne peut passer à côté du Camp des Saints et de l'Anneau du Pêcheur. Bien entendu, bien entendu. Vous oubliez Cyr, bien évidemment. Bien entendu. Bon alors, cher Benoît, nous allons maintenant être rejoints par Alain Sanders. Je crois que la technique est en train de l'appeler. Je pense qu'on va peut-être avoir la chance de pouvoir deviner tous ensemble.
Voilà, on me dit, Alain Sanders, vous êtes là? Oui, Dominique. Ah, bonsoir Alain, c'est un grand plaisir de vous avoir. Alors donc Oui. J'étais en train de dire à notre ami technicien que j'espère que ça marchera bien, parce qu'une partie de ce que vos deux précédents correspondants disaient, c'était très haché. Oui, il y a des moments où il y avait des passages hachés. Voilà. Donc, voilà. Alors, cher Alain, parlez-nous de... Peut-être c'est original ce que je vais vous demander. Parlez-nous de Jean Raspail et de tout ce qui vous a uni. Je viens d'écouter le côté très édifiant. J'ai pas toujours reconnu dans cette image de vitrail le Jean Raspail que j'ai connu. Oui. Mais c'est la loi du genre aussi. Hein. Oui. Dans l'article d'hommage dans Présent, il y a eu une très belle homélie pour ses funérailles. Oui. Et j'imaginais Jean Raspail me dire: tu es bien sûr que c'est de moi qui parle, en quelque sorte, hein, parce que il avait, vous l'avez bien souligné, cette attitude, mais en même temps cette grande pudeur, une grande pudeur d'âme. Tout à fait. C'était pas quelqu'un qui portait son cœur en bandoulière, qui s'épanchait, qui gémissait. Non, une attitude, c'est pas vraiment son genre. tenue. Voilà, exactement. Non. Mais nous avons eu la possibilité de l'écouter lui-même, ce qui nous a permis de revenir à la réalité du personnage. Oui, bien sûr. Voilà. À la réalité du personnage. Et si vous voulez, après en avoir donné toute cette dimension extraordinaire, il faut rappeler aussi qu'à l'origine, c'est un explorateur. Voilà, alors justement, mais précisément. C'est un écrivain, certes, il est devenu un grand écrivain. Son premier roman qui se passait au Japon, il n'en était pas content, il disait même les veuves de Santiago. Bon, mais en revanche, tout ce qu'il avait vécu comme explorateur, et dès 1949, hein, vous savez, dès 1949, il descend quand même depuis le Saint-Laurent jusqu'au golfe du Mexique, sur les traces du père Marquette. Hein, il refait toute cette saga avec 3 autres camarades des scouts. Ce sont des chefs scouts. Voilà, c'est un petit peu aussi une partie de son personnage. Justement, mais c'est ce que je comptais que vous puissiez nous donner, c'est cet autre aspect totalement différent. Ce n'est pas seulement un écrivain en chambre, c'est un homme d'action, je vais dire. C'est comme ça. Hein, la mort fait que on fait des personnages qui disparaissent, on essaie d'en faire des icônes. Mais on donne l'impression que c'était un écrivain académisable. Hein. D'abord, il l'a pas été. Non, il n'a pas été académisé. Pour des raisons politiques, c'est très bien. Stendhal non plus et Balzac non plus. Non. Donc il est en bonne compagnie. Mais et on ne se souvient pas ou plus de certains de ces immortels-là, y compris ceux qui siègent à l'heure actuelle. On ne sait même pas ce qu'ils ont écrit, ni quoi, ni quand, et on se souviendra de son œuvre bien plus longtemps. Il n'y a pas besoin d'être immortel au sens académicien pour passer à la postérité. Il a quand même eu le Grand Prix de l'Académie française. Hein. Ah ben, il en a eu 2. Oui, justement. Il a eu 2 prix de l'Académie française. C'est quand même fabuleux. Il a eu tous les prix qui comptent un peu et les prix qu'on aime. Et notamment un prix que j'aime beaucoup, qui est le prix Combourg. Ah oui. Pour les prix pour ceux qui ont écrit des livres un peu dans l'esprit de et le prix Étonnant Voyageur. Voilà, Étonnant Voyageur, extraordinaire. Ah oui, ça. Donc il a eu les prix qu'on aime. En quelque sorte. Donc c'est aussi, à l'origine, c'est un baroudeur. Voilà, alors justement, c'est le mot qui m'était venu à l'esprit. Je suis heureuse que vous le confirmiez. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect baroudeur? Ah bah, cet aspect baroudeur, donc, il commence en 1949, donc il descend dans des conditions, il faut relire, hein, il l'a raconté dans un très beau livre en 2005, je crois, c'était En canot sur les chemins du roi. Et il raconte tout ça et comment, au fil de sa route, il redécouvre avec ses camarades des endroits où étaient passés nos grands anciens.
c'est-à-dire ceux de la Grande Louisiane. Oui. Il est reçu par les autorités américaines dans certaines villes comme un ambassadeur avec ses camarades. Alors ils arrivent crottés, ils arrivent pas très présentables, alors ils se refont une petite beauté, mais ils sont très contents parce que généralement ces réceptions, il y a de quoi manger, parce qu'ils sont restés des fois 2-3 jours à descendre des fleuves non pas impassibles comme dans le bateau ivre de Rimbaud, mais des fleuves impossibles. Vous parlez, c'est le Mississippi. On peut pas faire plus grand et plus tumultueux. Donc, il va vivre ça. Et puis après, encore de septembre 51 à mai 52, il va traverser les Amériques. Alors pour le coup, du nord au sud, il va partir de la terre de feu, la chère terre de feu de ces Indiens à la Calouf, et il va remonter jusqu'en Alaska, en voiture et dans des conditions extravagantes, avec des arrêts dans les Andes, avec des anecdotes. Ça aussi, il l'a raconté. Et puis, je pense que tout à l'heure, c'était Benoît Mancheron qui évoquait l'extraordinaire raconteur d'histoire qu'il a été pour Connaissance du Monde. Oui. Pour Connaissance du Monde, moi, dès qu'il était dans les parages ou pas très loin, il fallait prendre ses places parce que ça faisait ça le comble. Alors, de temps en temps, alors plus âgé, si j'ose dire, relativement, il allait à Venise, mais avant, il nous avait raconté quand même ses voyages dans les Andes, ses voyages dans les Caraïbes, ses voyages dans les Antilles. Il avait vécu une année entière au Japon, en 56, et là, il avait... pourquoi il aimait bien ce Japon? Parce que il était allé à la rencontre des Ainus. Vous savez, les Ainus, ce sont ces Japonais qui sont pas vraiment japonais. Ce sont des autochtones blancs, des blancs d'Hokkaido. Donc bien sûr, ça l'avait passionné parce qu'il y a ce côté. Alors, je voyais les uns et les autres qui se recopiaient, les grands médias, comme on dit, se recopiaient. Le livre controversé, l'auteur sulfureux. Etc. Alors qu'il était le contraire même d'un mépris quelconque à l'égard de quelque peuple que ce soit. C'est lui qui a écrit un des plus beaux livres sur les Indiens, chez nous en France, qui s'appelle le journal Peau-Rouge. C'est lui qui a magnifié les survivants à la Calouf. C'est lui qui a parlé des Ainus. C'est lui-même qui, dans la Hache des Steppes, qui a été réédité aussi par notre ami Benoît il n'y a pas longtemps, eh bien c'est lui qui part à la recherche d'un possible survivant des Huns. Il était passionné par les peuples minoritaires, par les peuples. Et si on ne comprend pas ça chez lui, on ne comprend pas le camp des Saints, parce que quand il raconte le camp des Saints, il nous imagine, nous autres Français, et peut-être au-delà européens, et peut-être au-delà blancs, bien qu'il disait qu'être blanc, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'âme. Donc, il nous imagine dans la position d'être un jour, peut-être, en 2050, disait-il, peut-être, ou avant, d'être dans la position des derniers Indiens à la Calouf, c'est-à-dire à la dérive, c'est-à-dire perdu, une butte témoin de ce que nous étions, et de ce que nous ne sommes plus, et au regard, alors là c'était pas Benoît mais c'était l'autre personne qui l'a rappelé, au regard de ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce déchaînement racialiste, je pense qu'il a été en deçà de sa vision formidable déjà. Vous savez, dans le camp des Saints, il imagine 1 million de personnes. Là, nous en sommes à plusieurs millions. Oh oui. Voilà. Un petit peu. Donc, c'est ce Jean Raspail, infatigable voyageur. Et j'aimerais, dans le même esprit, évoquer sa femme, Aliette Raspail. Oui. Parce qu'on parle souvent de couple fusionnel. C'était un couple. Oui, elle a écrit plusieurs livres. Elle a écrit un livre aussi réédité par Via Romana. Un très joli petit livre dont j'ai l'original et la réédition. C'est un très joli petit livre qui raconte la vie d'un petit Indien avec des photos qu'elle avait faites. Mais les photos du très beau livre qui s'appelle Vivre Venise,
qui est le livre qui était vendu, comme faisaient tous les conférenciers d'ailleurs de Connaissance du Monde. Il vivait un petit peu grâce à ça. Il faisait un très beau livre avec des très belles photos et le texte de la conférence. Et à l'issue de la conférence, on allait acheter le livre et le garder. Eh bien, les photos qu'il y a dans Vivre Venise, elles sont d'Aliette Raspail, qui est un excellent photographe. Et l'un et l'autre, véritablement, c'est un couple fusionnel. Je crois pas qu'ils aient été séparés l'un de l'autre plus de 2-3 jours dans leur vie. Même avec l'histoire du confinement. Même avec l'histoire du confinement, hélas, mais sauf que quand il a été, vous savez, hospitalisé, il est ressorti, il est revenu, alors il était dans un premier endroit où on pouvait un petit peu le voir, François Tully a pu aller le voir, etc. Et puis il a été réhospitalisé, et puis à un moment où même sa famille ne pouvait pas trop le voir, où de temps en temps elle pouvait Aliette Raspail ou sa fille Marion, mais c'était très difficile. Et puis dans les derniers moments, ne nous racontons pas d'histoire, il était déjà ailleurs. C'est ailleurs, au-delà de la mer. Mais il a sans doute très mal vécu les mois d'hospitalisation échelonnés et répétés qu'il a connus en janvier, février. Puis quand il revenait un petit peu dans son appartement, et puis ça se passait pas bien, il fallait repartir. Ça n'a pas été le plus facile, mais il a vécu tout ça jusqu'au bout dans une dignité extraordinaire et sans jamais se plaindre. C'était cet homme que l'abbé Lecoq, à qui l'abbé Lecoq est allé administrer ce qu'on appelle le sacrement des malades. Et alors, le sacrement des malades, vous savez comment ça se passe, hein, on bénit les oreilles, les yeux, la bouche, etc. Et puis, à un moment, il dit... Vous croyez que ça sert vraiment à quelque chose? Mais n'empêche qu'il était bien content d'avoir eu ce sacrement des malades et qu'il l'avait accepté avec un cœur de petit enfant. Cher Benoît Manchon, cher Alain Sanders, si vous voulez bien, nous allons donner la parole à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio Courtoisie, avec la douce voix de notre chère Françoise. Il y a beaucoup de messages. Hein. Ça, c'est... Nous rappelons quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à l'écoute du Libre Journal du lundi soir avec la collaboration permanente de Michel Leblay. Ce Libre Journal est présenté par Dominique Paoli. Nous rendons hommage à Jean Raspail et pour cet hommage, nous avons par téléphone Monsieur Benoît Manchon, éditeur-écrivain, et Alain Sanders, journaliste, écrivain, éditeur. Une auditrice de Radio Courtoisie qui a eu le grand plaisir de voir M. Raspail à Villepreux pour Renaissance catholique, qui en a gardé un grand souvenir émouvant et une fierté de l'avoir rencontré une seconde fois, aussi à la fête de la Courtoisie. Une auditrice, la mort de certains grands personnages comme Jean Raspail nous rend triste autant que la perte d'un père. C'est très joli ça. Oui, c'est touchant. Une auditrice, merci beaucoup pour cette émission. Je vais adhérer sous peu, car cette radio est indispensable à mon équilibre. J'ai encore écouté une émission fabuleuse de philosophie ce lundi. Tout cela est tellement loin des mensonges et manipulations ou égarements divers de cette société. On sent le sol de notre territoire, nos valeurs, heureusement que vous existez. Une richesse de pensée, une culture, un parler, de vraies infos, de magnifiques intervenants, bref, tout y est. Quelle magnifique analyse de la radio, splendide. Un auditeur de Radio Courtoisie, merci pour cette émission. Il y a eu des jeunes gens, mais avant tout des militants, au sens étymologique du terme, pour rendre hommage sur son boulevard à Jean Raspail. C'est dans l'esprit des 7 cavaliers et dans la lignée de l'ensemble de son œuvre. La quête esthétique de ce qui apparaît inutile au monde moderne, mais qui est primordial pour ceux qui ont les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Emerson disait d'ailleurs, si tu veux tracer ton sillon droit, accroche la charrue à une étoile. Donc, des volontés agissantes, instruments de nous tous, et cette volonté n'a pas d'âge. Merci beaucoup Françoise, et merci aux auditeurs de Radio Courtoisie de tous ces magnifiques messages que nous apprécions tous, bien sûr. Et Benoît Manchon et Alain Sanders et Michel Leblay sont des patrons d'émissions de Radio Courtoisie, donc ils sont bien placés pour
pour en avoir, enfin en sentir la valeur. Alors, chers amis, je voudrais redonner peut-être la parole quelques instants à Benoît Mancheron, parce que je vois que le temps tourne, il est 19h. À 19h15, nous aurons le Père Viau, qui lui nous fera un récit tout à fait splendide du bicentenaire de l'exécution de Louis XVI. Alors, nous allons peut-être, Benoît Mancheron, si vous aviez un commentaire à faire sur tout cela. Oh, écoutez, il me semble que grâce à Alain Sanders, nous avons pu faire en quelque sorte, non pas le tour, mais en tout cas esquisser un portrait de Jean Raspail, oui. Qui effectivement, comme il l'a dit très justement, fut d'abord scout et explorateur, avant de se pencher évidemment sur les civilisations, les peuples, et de réfléchir évidemment à ce que nous sommes, nous autres Français, et vers où nous allons. Mais on ne pourra jamais évidemment faire abstraction des avertissements qu'il nous a donnés. Bien sûr, bien sûr. Alors, cher Alain Sanders, nous nous étions promis de faire une toute petite évocation de l'affaire de Richmond. J'ai pensé à vous parce que tout ce qui concerne les États-Unis vous est cher, je le sais. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou ce qui se passera à Richmond? Ah, si vous voulez parler des déboulonnages de statues? Oui, exactement. Oui, notamment celle du général Lee. Voilà. Alors, elle n'a pas été déboulonnée, la grande Richmond, que je connais bien, mais elle a été taguée, etc. Et puis, malgré des autorités, vous savez, il y a des autorités un peu lâches. C'est pas une description, hein, on pourrait dire la même chose chez nous exactement. Donc, il y a ceux qui sont prêts à n'importe quoi. Là, hier, je crois, ils ont commencé à démonter la statue de leur 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, pas Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, le grand chasseur, celui qui a donné quand on parle d'un teddy bear, vous savez, les petits ours. Tout à fait. Teddy, c'est Théodore, hein, parce qu'il avait sauvé un petit bébé ours dont la maman était morte, donc on a appelé ça Teddy, comme Teddy c'était Théodore. Oui. Donc il démonte la statue de Theodore Roosevelt parce que il était à cheval et à ses côtés marchaient, mais à pied, un noir et un indien. Et alors, c'est insupportable. Alors voilà, le maire de New York, de Blasio, qui est un hystérique total. Oh oui, il s'était déjà manifesté, celui-là. Un radical gauchiste, etc. Eh bien, il a approuvé tout ça. Et que croyez-vous que les descendants de Theodore Roosevelt, il y a un descendant qui est Theodore Roosevelt IV, hein, oui. Parce que ils ont oublié les monarchies, mais ils ont quand même des dynasties. Donc, oui. Theodore Roosevelt IV, et il dit oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, cette statue quand même, avec ces deux personnages qui étaient à pied alors que lui était à cheval, voilà, on en est là. Alors, la différence quand même, je vois qu'en France, on a accordé beaucoup d'importance à ces manifestations qui, à l'échelle américaine, ne sont pas extravagantes, ne sont pas énormes. Et en même temps, dans la Virginie, dans l'Alabama, dans la Géorgie, etc., on n'a pas touché aux statues. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens, des vigiles, des vigilantes, des gens qui ont dit, nous, on va tourner autour, on va les garder, on va faire de la surveillance. Et la différence avec nous, où on va nous mettre en l'air toutes les statues, ils s'en prennent même à leur idole maintenant, à De Gaulle. Vous vous rendez compte ? Bon, ils font des gardes de nuit, ils font des patrouilles, et la différence, c'est qu'ils sont armés. Ah oui. Et alors même les plus radicaux, extrémistes, racialistes et compagnie, eh bien, ils disent, oh là là, bon, on va faire quand même un petit peu gaffe, on va pas aller déboulonner cette statue-là, allons déboulonner une statue à Washington.
Et là, effectivement, à Washington, ils ont déboulé la seule statue. Il y avait une statue d'un général sudiste, Albert Pike. Eh ben, ils ont enlevé celle-là. Mais voilà, courageux, mais pas téméraire quand même. Oui. Voilà. Et puis, il faut dire aussi ce qu'on ne dit pas chez nous, c'est que tout cela est monté pas fort. Alors, il y a des groupes de Noirs, un peu comme chez nous, hein, genre les Adama Traoré et compagnie, qui sont des hystériques. Mais les plus hystériques, ce sont des petits blancs, ce sont des blancs. Ce sont les groupements gauchistes, les antifas, l'équivalent des antifas qui existent là-bas. Et c'est eux qui poussent à la roue. Et c'est eux qui sont les plus excités. Au point que des associations de Noirs dans le sud des États-Unis les ont dénoncés en disant nous c'est pas notre truc à nous, hein. Vous allez trop loin. Parce qu'en plus, ils craignent d'en subir des conséquences. À force de faire chauffer et de faire monter la mayonnaise, il y a un moment où ça va se traduire par des affrontements armés dans la rue. Ouais. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que, je vous le répète, là-bas, les gens sont armés. Oui, c'est ça, oui, donc ça ira loin. Il faut vraiment siffler la fin de la récréation et passer à autre chose. Ouais. Et arrêter ces hystéries, parce que c'est sans fin. Ils sont en train d'enlever les statues de Gandhi. J'aime pas Gandhi. Hein. Moi, je suis pas un déboulonneur. Hein. Je suis plutôt un baptiseur. Et je préfère les gens qui sont allés rebaptiser du même nom d'ailleurs que son lointain ascendant Raspail, le grand scientifique Raspail, qui sont allés rebaptiser en mettant boulevard Jean Raspail de 1925-2020, écrivain explorateur. Voilà, je suis pour rebaptiser intelligemment les choses. Je suis pas pour déboulonner même les statues de gens que je n'aime pas. Eh bien, Gandhi va être déboulonné, il est tagué parce que c'est vrai que les gens qui connaissent bien l'œuvre de Gandhi, si vous lisez ce bon Gandhi, cet humaniste Gandhi, ce pacifiste Gandhi, si vous lisez ce qu'il dit sur les Noirs, qu'il appelle les kafirs, les kafres d'Afrique du Sud, mais c'est inimaginable, c'est inimaginable. Donc, il va y passer. Winston Churchill, pourtant, qui a jamais été... c'est la guerre des bourgs, c'est la guerre des bourgs. Il va y passer, oui, mais la guerre des bourgs, là, on lui reprochera pas. La guerre des bourgs, c'est des massacres de blancs. Hein, c'est les troupes britanniques qui ont inventé les premiers camps de concentration pour mettre des bourgs dedans, hein, et les déporter en Australie et ailleurs. Donc là, on lui reprochera jamais ça à Winston Churchill d'avoir été correspondant de guerre. Il était correspondant de guerre, il ne se battait pas. Je crois que oui, contre les bourgs, il s'est battu. Il était sous-lieutenant. Ouais. Il était sous-lieutenant ou lieutenant. En même temps, il était correspondant. Mais il s'est battu. Après, il a été correspondant de guerre. Voilà. Donc, vous voyez que c'est absolument sans fin. Et aux gens qui déboulonnent, il faut préférer les gens qui boulonnent, et à tous les sens du mot. Voilà. Alors, chers amis, cher Benoît Mancheron, cher Alain Sanders, j'ai une question à laquelle je serais bien incapable de répondre, mais peut-être vous pourrez le faire. Un auditeur qui nous dit: bonjour madame, messieurs, Jean Raspail a-t-il fait l'école navale et navigué dans la marine pour être capitaine de frégate? Question que je vous pose en ayant découvert son titre. Alors, Benoît peut peut-être répondre, sinon je peux le faire. Réponds, cher Alain. Alors, je réponds, parce que simplement, il était écrivain de la marine. Donc, il avait un grade de capitaine de frégate, avec l'autorisation de porter l'uniforme, hein, et de naviguer sur tous les bateaux de la Royale, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais il n'avait pas fait l'école navale du tout. Non. C'est simplement parce qu'il était écrivain. Comme il y a des peintres de marine, vous savez, les peintres de marine ont un grade aussi dans la marine. Un grade d'officier. Et c'était le cas de Jean Raspail, qui revêtait son bel uniforme de temps en temps. Il en était très fier. Et d'ailleurs, à ses funérailles, il y avait un amiral qui était là. Un amiral qui est Patagon, hein, d'abord, parce qu'on n'a pas trop évoqué. Non, ça a été évoqué dans d'autres émissions. C'est tellement bien connu des auditeurs et des lecteurs qu'il valait mieux, comme Benoît l'a fait sur la dimension testamentaire, un petit peu du dernier livre de
Jean Raspail, et puis sur la dimension plus charnelle, humaine de Raspail, ça valait mieux que de rappeler effectivement cette belle aventure qui commence en 76 avec les gens la font commencer avec moi, Antoine de Tounas, en 81, mais en fait, elle commence dans Le Jeu du Roi en 1976. Voilà. Ouais. En vous écoutant, je pensais un peu à Pierre Benoît, qui lui n'a pas navigué dans la Royale, il naviguait avec les messageries maritimes et il faisait les grands voyages. Il ne descendait guère à terre en plus, mais il faisait ses romans à partir de ses voyages, enfin en grande partie, disons. Bien sûr. Ouais. Oui, mais comme Pierre Loti, qui était alors lui pour le coup, était dans la marine. D'ailleurs, vous connaissez le mot de Pierre Benoît, qui se moquait un peu de Pierre Loti, lieutenant de vaisseau. Il l'avait surnommé Pierre Lotto, lieutenant de vessie. Mais oui, c'est comme ça. Très élégant. Oui, mais bon, on développera pas, mais si on fait une émission sur Pierre Loti un jour, on dira pourquoi. Bon, mais très bien. Écoutez, c'est promis, on fera une émission sur Pierre Loti. On n'en parle jamais à l'antenne de Pierre Loti. Oui, c'est vrai. Non, c'est dommage. Alors, Benoît Mancheron, nous allons bientôt céder la place de malheureux, parce que nous ne pouvons pas il ne peut pas y avoir 3 personnes à l'antenne en même temps, mais on nous céderons la place, enfin vous céderez la place, mais je suis désolée de vous dire ça, mais vous savez qui est au Père Viau, donc je ne pense pas que ça vous choque que le Père Viau prenne votre place en fin d'émission, c'est-à-dire dans 3 minutes exactement. J'en suis très heureux, très heureux. Oui, je pense, et je vous remercie, d'ailleurs c'est vous qui m'avez donné l'idée d'inviter le Père Viau, parce que j'ignorais l'importance de son engagement dans l'histoire du 21 janvier 1993. Mais cher Benoît, cher Alain, chacun a droit à une petite minute de conclusion. Ah ben alors Benoît, honneur aux jeunes. Non, moi je n'ajouterai rien, sinon qu'évidemment que nous perdons quand même en ce moment des grands témoins du monde d'avant. Du monde d'avant, mais en espérant que leur esprit d'aventure et d'exploration réveilleront un peu, je dirais, les plus endormis d'entre nous, au milieu des décombres. Comme vous dites, au milieu des décombres. Rien à rajouter. On a eu la douleur, le chagrin de perdre Roger Olindre en janvier, et puis voilà un autre baroudeur qui nous quitte aussi, un grand écrivain. Il faut le savoir, son œuvre est déjà classique. Mais elle ne pourra que se bonifier. Et ce qui est très important, je crois que c'est Benoît qui le rappelait, ou Raspail dans l'intervention, c'est qu'il a de jeunes lecteurs. Oui, c'est ça, c'est Jean Raspail qui le... Il a de jeunes lecteurs. Oui, il a de jeunes lecteurs. Voilà. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que Jean Raspail avait infiniment d'estime pour l'écrivain qui s'exprime aujourd'hui, ce soir, Alain Sanders. Voilà, oui. C'est gentil. On était très complices sur beaucoup de choses. Voilà. Et puis c'est lui qui m'a fait connaître votre livre. Et on a écrit, Les Mémoires d'un indifférent. Et puis on a écrit un livre tous les deux. Tout à fait. Je voulais terminer là-dessus. Voilà, sur Armand de la Roirie, le héros des deux mondes. Et je lui ai dit, le jour où le bouquin est sorti, je lui ai dit, tu vois, en manière de plaisanterie, je peux mourir maintenant. Écoutez, tous les deux, vraiment, vous nous avez enchantés lors de cette émission. Merci, Dominique. Je vous remercie vraiment très chaleureusement et infiniment de votre participation, aussi bien Benoît Mancheron qu'Alain Sanders. Chacun à sa manière, chacun a des manières complémentaires. Et grâce à la technique, nous avons pu réécouter une partie de l'émission du 21 octobre 2019. Donc, moi, je vous dis à très, très bientôt à tous les deux, car nous avons encore plein d'aventures à vivre ensemble. Très bien. À bientôt. Salut, Benoît. Salut. Et à bientôt, Dominique. Mais à bientôt, Alain. À bientôt. Et je crois que nous avons maintenant en ligne le Père Viau.
Oui, bonjour. Ah, bonsoir mon père. Bonsoir Bonsoir mon père. C'est vraiment une joie de vous avoir ce soir parce que vous allez nous conter une chose très importante, c'est-à-dire le 21 janvier 1993. Est-ce que nous pouvez nous raconter cela? Oui. Eh bien, écoutez, il a été provoqué ce 21 janvier 1993 par la grande colère que beaucoup de nos amis ont eu, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent que le 21 janvier 1793 est le début des malheurs de la France. Eh bien, nous avons vu cette commémoration du bicentenaire de la Révolution avec Monsieur Gouze et ces chars étranges qui descendaient les Champs-Élysées. Après toutes ces festivités nous ont paru indécentes. Et nous nous sommes dit, chacun de notre côté, qu'il faudrait quand même faire quelque chose pour un autre bicentenaire, celui de 1993. Et moi, vous savez, je suis très bavard, vous le savez, Madame Paoli. Et donc, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et puis, on m'a dit, en 92, il y a Jean Raspail qui va faire quelque chose. Alors, je ne connaissais pas Jean Raspail. Je lui ai téléphoné et il m'a reçu, donc, chez lui, à Neuilly. Et c'est là qu'il m'a parlé de son comité, qui préparait une manifestation le 21 janvier 1993, place de la Concorde, très exactement devant la statue de Rouen, là où était dressé l'échafaud, et où il y avait la guillotine. Donc c'est là que Louis XVI est mort, à 10h22 exactement. Et il y avait une manifestation de prévue. Alors, c'était très simple. Jean Raspail faisait un discours, très bref. On devait lire le testament du roi. Et puis, il va y avoir une grande minute de silence à 10h22. Et ensuite, moi, j'ai lu une prière de pénitence collective du livre de la grande prière de confession des péchés du livre de Daniel. Et la dernière exhortation a été faite par le regretté abbé Chanu. Ah oui. Vous avez bien connu l'abbé Chanu qui avait fait une magnifique oraison, et homilie, oraison, c'était un peu des deux, pour l'arrivée du chœur de Louis XVII à Saint-Denis. Oui. Quand il y a eu cette belle cérémonie présidée par son éminence le cardinal Honoré. Oui, voilà. Et donc, mais en 1993, vous savez que j'étais encore pasteur luthérien. Ah oui. Et j'étais associé donc à cette cérémonie très impressionnante. 20 000 personnes, quand même, qui étaient à peu près place de la Concorde. Et je dis 20 000 personnes, c'est pas mal, parce que le bruit avait couru pendant plusieurs jours que la manifestation était interdite. Oui. Et au dernier moment, nous avons appris vers 8 heures du matin que le président François Mitterrand était intervenu personnellement auprès du préfet de police pour que la manifestation ait lieu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des problèmes au départ. La police a quand même la police a fait son œuvre. Et puis là où ils n'ont pas été chics, c'est qu'ils nous avaient promis qu'ils ne toucheraient pas aux fleurs pendant une semaine. Or, les fleurs, elles montaient presque jusqu'au premier étage de l'hôtel Crayon, vous vous rendez compte. Et il y avait des gens de toutes conditions. Et c'est là qu'on se voit que la cause royaliste est quand même assez populaire en France. Oui, encore. Parce qu'il y avait des braves gens qui venaient là vers midi, déposer, tout était terminé, mais déposer un petit bouquet et repartaient. Voilà. C'est ça. Alors, il était difficile. Et c'était très, très émouvant. Il était très difficile, il n'était pas toujours facile, disons, de se procurer des fleurs de lys, parce que c'était l'idée, au fond. Des fleurs de lys blanches. Et je racontais... Mais c'est pour ça que... Oui. Oui, tout a été fait pour saboter les choses. Je peux même vous raconter une chose terrible. Et ça, on n'a jamais pu savoir qui était à l'origine de cela. C'est que, la police avait quand même barré la rue Royale pour qu'il n'y ait pas de circulation place de la Concorde. Parce qu'à ce moment-là, les voitures roulaient un peu n'importe comment. Or, il y avait un bel embouteillage. Et moi, je prends la rue Royale pour aller à Saint-Denis, à la messe. Et qu'est-ce que je vois à rue Royale? Un énorme camion découvert, qui était bloqué dans les embouteillages, heureusement pour lui, et qui transportait, tenez-vous bien, une guillotine. Grandeur nature. Moi je sais comment elle fait une guillotine, c'est une guillotine de cinéma, parce que je me suis approché pour voir de près, c'est pas la vraie, c'est pas une vraie. Mais quand même.
Oui, mais enfin, quand même, on aurait pu croire. Enfin, ceux qui savent pas ce que c'est qu'une guillotine, ils auraient pu la prendre pour une vraie. Alors, j'ai interrogé, j'étais avec un prêtre en soutane, moi j'étais en col luthérien. Alors, on a demandé à ce brave ouvrier qui conduisait le camion s'il savait très bien ce qu'il faisait. Ben, il a dit, écoutez, moi je ne sais pas, j'avoue que c'est un peu étrange. On m'a demandé de déposer cet engin place de la Concorde. Oui, et alors nous lui avons demandé avec le jeune prêtre qui était là, mais qui? Ah, ben moi je sais pas, moi c'est mon patron, il m'a pas dit qui. Voilà. Alors nous lui avons dit à ce jeune homme, écoutez, nous à votre place, vous savez ce qu'on ferait, hein? On planterait le camion et on s'en irait à toute vitesse. Et ce qu'il a fait. Il l'a fait. Parce qu'on lui a expliqué qu'il y avait quand même 20 000 personnes qui étaient là et qu'à la vue de la guillotine, on ne pouvait pas répondre de ce qui allait se passer. Oui. Et ni ce qu'il transportait, au fond, n'avait aucune importance. Mais c'était pour lui-même que nous craignions, voyez-vous. Oui, et bien lui en a pris parce que la guillotine a été prise immédiatement par les jeunes qui étaient là. Ils l'ont traîné devant le ministère de la Marine et ils l'ont brûlé. Ouh, vous voyez, c'était quand même mouvementé. Ah oui, ça m'a rappelé ma jeunesse en mai 68, voyez-vous. Oui, on se serait cru revenu au temps des Camelots du Roi. Hein. Oui, mais alors que les gens qui mangeaient leur tête de cochon là avec Gérard Dernalier tous les 21 janvier, oui. Ils s'étaient mis sagement. Jean Raspail avait eu l'intelligence de prendre contact avec eux. On savait que c'était leur rituel du 21 janvier. Alors on a dit, écoutez, chacun son rituel, mais vous vous mettez dans un coin, parce que d'abord vous ferez pas le poids, vous serez quoi, une dizaine, c'est les vigilants de Saint-Just. Vous serez une quinzaine, tandis que nous on sera 20 000, et ça peut être très dangereux. La Seine n'est pas loin. Voilà. Et ils ont été sages. C'est-à-dire que la place de la Concorde, on avait vu d'autres en février 34. Hein. Oui, évidemment, en février 34, il y en avait eu d'autres. Là, il y a eu des morts, Oui, parce que la République sait se défendre et tire sur la foule. Ça, elle l'a toujours fait, d'ailleurs. Avant 34, même Clémenceau, qui est tant aimé par nos autorités républicaines, a quand même voulu faire tirer sur les ouvriers de Carmaux, dont Jaurès était le député. Il a voulu faire tirer. Il y a eu quand même un mort, je crois, sur les vignerons du Midi. Et quand il y avait la fête du 1er mai à Paris, le secrétaire général de la CGT était enfermé, place Beauvau, et puis il y avait 40 000 hommes de troupes à Paris. Ouais. 40 000, hein. Ouais. Rappelons-nous que les rois de France, ou les rois des Français, puisqu'en l'occurrence il y en a un là, se sont trouvés devant les mêmes cas de conscience. Louis XVI n'a pas voulu faire tirer sur la foule, Louis-Philippe non plus. Mais en revanche... Charles X non plus. Charles X avait les moyens de se défendre. Il avait une troupe importante, et d'ailleurs il est parti par petites étapes au travers de la Normandie. Il est parti en carrosse, en roi. Oui, tout à fait. Vraiment, acclamé même dans pas mal d'endroits. Mais on lui a fait croire exactement comme à Louis XVI qu'il y avait le triple ou le quadruple d'hommes qui marchaient contre lui. Oui, c'est ça. C'était pas vrai. Oui. Mais alors, donc, on leur a menti. Vous savez, la République, mais de toute façon, tout ce qui ressemble un peu à la République, c'est né dans le mensonge. Et ça ne peut que continuer dans le mensonge. Hein. Comme le chien retourne à ses vomissures. C'est comme ça. Vous savez très bien que en juin de 48, donc là, sous la République, alors là, ça a fait 10 fois plus de morts qu'au moment de février 48, au moment de la Révolution de 48. La République a pu tirer tant qu'elle a voulu. Hein. Ah ben oui. C'était la deuxième, celle-là. Oui, c'est ça. Il y a les deux phases. Il y a les deux phases de la Révolution de 48. La première qui était plutôt pacifique, et la deuxième qui était sanglante, puisque c'est allé jusqu'à Rome. Il y a même le pauvre Pie IX a eu droit même à la République romaine, et on lui a assassiné son premier ministre à 10 mètres de lui. Hein? Et vous savez que Pie IX, d'ailleurs, à ce propos, avait été délivré quand même par les armées françaises de la République. Oui, bien sûr. Et il faut dire que c'était Louis-Napoléon Bonaparte qui était président de la République. Oui, c'est ça. Et c'est avec le drapeau tricolore. Et il a dit en 1875 au comte de Chambord, qui ne voulait pas du drapeau tricolore, il a dit, vous savez, moi, j'étais très content de le voir en 1849, le drapeau tricolore. Mais le comte Pie IX a voulu conseiller le comte de Chambord.
Oui, quand Chambord n'a pas, et le camp Chambord n'a pas suivi ses conseils, bien entendu. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se braquer sur le drapeau. Et vous verrez dans mon prochain livre, qui s'appelle tout simplement « La France a besoin d'un roi », j'ai mis les 3 fleurs de lys sur le drapeau tricolore, mais sur le blanc, bien sûr. Et voilà ce qui va conclure absolument cette émission, puisque c'est justement Jean Raspail qui, en octobre 2019, chantait chez nous « À la France, il faut un roi ». Donc vous voyez absolument, que vous êtes en accord total. C'est bien pour ça que j'étais à ses obsèques et que j'ai beaucoup prié à ses obsèques et que je continuerai à prier pour lui, pour ce grand écrivain que la République n'a même pas daigné honorer d'un représentant officiel, ni même d'un drapeau tricolore, parce qu'il était quand même officier de la Légion d'honneur. Il y avait droit. Oui, bien sûr. Mais non, mais de toute façon, ne demandons pas à la République. Parce qu'il est bien incapable qui la dirige. Mais non, mais ils sont minables, c'est tout, parce que c'est des choses qu'ils ne savent pas vivre. Oui, alors espérons qu'ils sauront mourir comme savaient mourir nos rois. Oui, ça, là, j'en doute. J'en suis même pas sûr. Non, j'en doute. Enfin, pour l'instant, ne les conduisons pas jusqu'à l'abîme de la mort. Et non, c'est Dieu qui s'en chargera. Ben voilà. Ça ne regarde pas. Au point où ils en sont, ça relève de Dieu directement. Ça. Exactement. Voilà. En tout cas, mon père, un grand merci pour tout ce que vous nous avez conté ce soir. Des tas de choses que nous ignorions, bien sûr, et que vous avez vécu. C'était tout à fait passionnant. Un très grand merci, mon père. Au revoir, mes hommages, madame. Au revoir, mon père. Donc, chers amis auditeurs, nous allons bientôt terminer la première partie de cette émission, qui était donc consacrée, comme vous vous en êtes rendu compte, à un grand hommage à Jean Raspail, avec 3 personnes, 3 intervenants de grande qualité. Benoît Moncheron, son dernier éditeur et ami, Alain Sanders, son grand ami, et le père Viau, avec lequel il a donc vécu une aventure exceptionnelle. Alors, nous allons peut-être, Françoise, annoncer le programme de la deuxième partie. Oui, et nous n'avons presque